Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Aujourd'hui, je donne la parole à Aurélia, ma coloc de cabinet à la Maison Gaïa. On travaille toutes les deux à la Maison Gaïa. C'est une maison dédiée à la femme et à la maternité sur Annecy. Aurélia, c'est une petite pépite de bonheur et de bonnes vibes. Elle a toujours le sourire et la petite attention qui vous fera plaisir. Sophrologue et naturopathe, Aurélia nous explique comment ces 2 outils peuvent accompagner les hypersensibles aussi bien émotionnellement que sensoriellement parlant. Elle nous partage aussi son exercice chouchou pour arriver à lâcher prise et se détendre n'importe où et n'importe quand. Merci à toi Aurélia pour tes outils et ta bonne humeur. Coucou Aurélia. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien et toi ? Très bien, après tout ce qu'on vient de manger, je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi ? Oui, alors moi je suis Aurélia, je suis née à Annecy, j'ai grandi à Annecy, je suis juste partie d'Annecy pour faire mes études, donc j'ai fait des études en bio à Lyon et je suis partie 1 an à New York en stage. Et à la suite de mes études, je suis revenue à Annecy et j'ai travaillé pendant 7 ans en labo pharma, dans les essais cliniques. Durant ces 7 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment à ma place et que du coup, le côté humain me manquait. Et donc, je me suis formée à la sophrologie et à la naturopathie. Et voilà, maintenant je suis naturopathe et sophrologue à Annecy. Trop bien. Et tu m'as pas parlé encore d'hypersensibilité. Veux-tu m'en parler ? Oui, écoute, je suis hypersensible depuis toujours. Je pense que c'est quelque chose avec lequel tu nais. C'est un peu comme un super pouvoir. Quelque chose qui fait que tu te développes avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et chez moi, en tout cas, ça s'est toujours manifesté par beaucoup de larmes. La capacité de pleurer pour le beau comme pour le pas beau, de tout ressentir puissance 1000. C'est-à-dire qu'une jolie chanson va me faire partir, avoir les larmes aux yeux, les odeurs, j'ai beaucoup de mal avec certaines odeurs et ça peut vite devenir inconfortable. Le son, ça va, mais je vis avec un hypersensible du son à la maison, donc le son, je sais que peut poser de gros problèmes. Et puis en bonne hypersensible, je suis mariée à un hypersensible. Donc l'hypersensibilité c'est un peu mon quotidien. J'ai 2 enfants, dont Zoé qui est très sensible aussi, qui est hypersensible. Charlie, je pense l'est aussi un petit peu, surtout au niveau du bruit, mais pas au niveau des émotions. Donc pour moi, il y a vraiment plusieurs pôles, je dirais un peu comme ça, plusieurs pôles dans l'hypersensibilité. Il va y avoir l'hypersensibilité des émotions, où on se sent submergé par l'émotion, et qu'elle soit positive ou négative, parce que vraiment, moi, le très beau peut me faire pleurer, vraiment beaucoup, et j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Et on peut avoir aussi l'hypersensibilité des sens, et ça, je le retrouve beaucoup dans ma petite famille. Voilà. Tu veux nous raconter une anecdote, vu que tu nous as teasé en nous disant que tu en avais plein ? Oui, quand je suis partie à New York, donc je me suis retrouvée toute seule à New York pendant 1 an en stage et je réussissais à pleurer devant la pub Nutella qui montrait une famille heureuse en période de Noël et cette pub était vraiment très, très belle. Bon, pas le Nutella, parce que la bonne naturopathe, on dirait de ne pas manger du Nutella.
Et d'ailleurs, j'ai jamais aimé ça. Mais en fait, cette famille heureuse, alors que moi j'étais toute seule, à chaque fois qu'elle passait à la télé, je pleurais. Ce qui me faisait rire en plus après, parce que je me sentais tellement ridicule de pleurer devant une pub Nutella. Elle m'a longtemps fait pleurer cette pub. Et puis après, je suis capable d'avoir les larmes aux yeux pour une jolie chanson. Par exemple, ce week-end, il y avait la fête de l'école de mes enfants, et entendre tous les élèves de primaire chanter une chanson sur l'amitié, mais mon cœur s'emballe, j'ai les larmes aux yeux, je fais tout pour me retenir. Puis en plus, je me sens ridicule. Donc du coup, voilà, c'est les émotions puissance, mais 10 000. Ne pas réussir à retenir, alors les larmes coulent toutes seules. Je mets les lunettes de soleil pour cacher tout ça. Mais voilà, ça perle sur les joues. Je me suis dit, arrête de pleurer, c'est juste beau en fait. Et je crois que le beau me fait plus pleurer que les moments tristes. Parce que j'ai réussi, je pense, en grandissant, à bloquer beaucoup ces émotions de tristesse pour les ressentir quand je peux les ressentir, quand je me sens en sécurité pour les ressentir. Mais alors les émotions du beau, j'arrive pas du tout à les contrôler. Et c'est mon quotidien. Justement, avant que tu nous parles, tu vois, de la sophro et de la naturo, je veux bien que tu nous partages ton quotidien d'hypersensible marié à un hypersensible. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Bon, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble, donc je pense que le temps fait que ça se passe bien. On a finalement, on se connaît par cœur au bout de 13 ans, faut être honnête, on se connaît vraiment très bien, on a grandi ensemble, on a commencé à être ensemble, moi j'avais 20 ans, il en avait 21. Donc on était tout jeunes étudiants, j'étais en deuxième année de licence, je venais de louper médecine, enfin voilà. Voilà, on se connaît depuis toujours et on a grandi vraiment ensemble. Ce qui fait qu'on a appris à se découvrir aussi, à découvrir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on est celui ou celle qu'on est. On n'a jamais trop parlé d'hypersensibilité entre nous, même si, mis à part le fait que je suis capable de pleurer devant n'importe quel film. Mais par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon développement personnel, de mon chemin de formation, tout ça, je me suis rendu compte que oui, en effet, on était un couple d'hypersensibles. Pas du tout sur les mêmes degrés, mais on est un couple d'hypersensibles. Moi, je vais être très sensible sur les odeurs, sur les émotions, ça c'est bon, j'en ai déjà bien parlé. Sur les odeurs, sur le côté tactile, il y a certains endroits où je déteste qu'il me touche, même si lui aimerait, moi je déteste ça. Et finalement, il a appris à faire sans, alors que lui est hypersensible dans les sons, il est capable d'entendre le bruit de la VMC comme si... en plus il a un acouphène, donc ça aide pas. Mais il a cette vraie hypersensibilité qui est présente. Je pense qu'émotionnellement aussi, il est hypersensible. On a besoin de nos moments de calme, de nos moments sans se parler. Et ça, on a grandi comme ça ensemble. C'est-à-dire qu'on peut passer une soirée, ou une journée même. Alors c'est un peu plus difficile avec des enfants maintenant, mais sans trop avoir à se parler, sans pour autant se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire que on peut passer une journée, se lever, prendre le petit déjeuner ensemble, et puis voilà, la discussion s'arrête là, et on est dans le même appartement, mais on vit nos vies en fait. On fait les choses dont on a envie de faire. On n'est pas obligé de se donner on se met pas de barrières, et on n'est pas obligé de se dire moi aujourd'hui je veux pas que tu me parles en fait. Ça se fait assez naturellement, parce que je pense qu'on est un peu connectés dans notre sensibilité. Et après, en termes de vie familiale, c'est un peu plus compliqué, parce que justement on a 2 enfants. On a Zoé qui a 7 ans, qui est hypersensible, mais qui en joue un petit peu. Donc c'est un peu difficile de trouver les bons mots pour lui dire qu'elle a le droit de pleurer, mais qu'elle n'a pas le droit d'en jouer. Que pleurer tout le temps, c'est fatigant pour tout le monde. Et puis pleurer juste pour qu'on passe certaines choses, c'est pas comme ça que la vie se passe, et voilà. Et puis on a Charlie qui a 4 ans et qui lui est hypersensible au bruit. C'est-à-dire que si on le gronde, ce qui l'embête, c'est pas qu'on le gronde, c'est qu'on hausse la voix. Le son trop fort d'une voix, ça l'embête. Si on monte trop fort le son de la musique dans la voiture, par exemple, ça l'embête. Il va avoir ce réflexe de mettre les mains sur les oreilles. Donc finalement, lui aussi est hypersensible pour le moment au son, mais peut-être que en grandissant, ça se développera différemment. Et donc on grandit aussi avec 2 enfants à élever.
dans l'hypersensibilité. Et c'est un défi de chaque instant. C'est un défi de chaque instant, mais c'est passionnant parce que après moi j'adore me former, donc je suis obligée de trouver des astuces et puis de me former un petit peu pour les accompagner correctement et au mieux. Et je pense que justement la sophrologie a pleinement finalement sa place. C'est une très belle transition. Alors là, merci pour la transition parfaite, sachant que nous n'avons rien répété. Et fais ta transition toute seule maintenant. Je pense que je me suis probablement tournée vers la sophrologie parce que je suis hypersensible, parce que accompagner les émotions, les miennes dans un premier temps, puis celles des autres, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors d'abord les miennes, parce qu'en fait en formation de sophrologie, on nous apprend à d'abord tester sur soi-même. La formation dure 2 ans, donc moi j'ai fait la formation à Annecy, elle a duré un peu plus de 2 ans parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Elle a duré 2 ans et pendant ces 2 ans, on a d'abord expérimenté sur nous-mêmes. Et c'est une vraie introspection. On plonge parfois un petit peu dans les profondeurs de nos propres émotions. Moi, j'ai eu la chance que ça développe un burn-out. Je parle vraiment de chance parce que ça m'a permis de changer de métier et de justement faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais ça m'a permis de lâcher prise face à mes émotions et de m'autoriser à ne pas être bien dans mon ancien travail. Et c'est vraiment une chance, parce que ça m'a autorisée en fait à ressentir les émotions que je ressentais pour de vrai. Et puis finalement, quand on bloque un peu trop toutes ces émotions, on a des symptômes physiques qui apparaissent. Donc moi j'avais toujours mal au dos, j'avais une barre au milieu du dos qui ne partait pas. Et donc voilà, j'ai eu cette chance-là de travailler énormément sur moi-même lors de ma formation de sophro et d'arriver justement à libérer toutes ces émotions qui étaient un peu cachées au fond de moi-même. Et puis le fait d'avoir fini ma formation, ça m'a permis après de m'installer et d'accompagner les émotions des autres, mais en ayant d'abord travaillé sur les miennes. Et je pense que c'est important en fait d'être au clair avec ses propres émotions avant d'accompagner quelqu'un dans les siennes. En tout cas, comme ça je le vois. Je pense ça aussi, et d'ailleurs en formation coaching et PNL, j'ai bien travaillé sur moi aussi. Ça nous permet des fois d'aller dans des retranchements où on n'avait pas forcément envie d'aller, et puis en fait ça se manifeste et c'est ok. C'est pas facile, c'est pas toujours agréable. Pas toujours. Pas toujours agréable, mais c'est essentiel et puis ça nous permet d'avancer. Et puis de mieux nous connaître, ça permet aussi de mieux connaître l'autre, de mieux le percevoir, de mieux, de pouvoir mieux l'accompagner, en tout cas avec sincérité en tout cas. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la sophrologie ? Pour moi, la sophrologie, c'est une technique qui est non physique, c'est-à-dire que je ne touche pas les personnes, qui va venir allier le relâchement musculaire, la visualisation, la respiration, parfois le mouvement. C'est une approche psycho-émotionnelle en fait, de la personne où on vient l'accompagner dans la libération des émotions, dans parfois la projection. On peut venir se projeter sur un événement du futur ou alors venir retravailler un événement douloureux du passé et venir justement dénouer un petit peu tout ce négatif, tout ce qu'on sent donc négatif bloqué en soi, pour se libérer des émotions, pour libérer les sensations et les sentiments. On vient vraiment travailler sur la conscience et libérer en fait la conscience pour que la personne aille mieux. Dans ma tête, ça a fait plein de liens. Ça va toujours très vite. Pour moi, il y a du coup une part qui pourrait, et là tu me coupes si j'ai tort, ressembler à de la méditation, et une autre part où, alors là c'est ma formation PNL, toute la partie visualisation qui me fait dire on s'y retrouve. En fait, quand la sophrologie a été créée, donc c'est le professeur Caicedo qui a créé la sophrologie dans les années 60, il était interne en psychiatrie à Barcelone, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pendant son internat en psychiatrie, si tu veux, à l'époque, on traitait les patients psychotiques avec des chocs, des comas insuliniques, et c'était insupportable pour lui de voir ça, de voir comment on traitait les patients. Et du coup, en fait, il s'est un peu penché sur comment accompagner ces patients-là. Donc à la base, c'est vraiment une technique médicale. Comment il pouvait accompagner ces patients qui étaient psychotiques, vraiment internés en psychiatrie, différemment. Donc il s'est d'abord penché sur l'hypnose, mais l'hypnose travaille sur l'inconscient et lui il devait travailler sur la conscience de ces gens. Et donc il s'est vraiment penché, il a été en Inde,
Il a rencontré les moines bouddhistes, il a fait beaucoup de yoga, du zen. En fait, il a fait un mélange de toutes ces techniques de méditation, d'hypnose, de visualisation et même de yoga. Il y a certains mouvements qui parfois peuvent faire penser à du yoga, même si le but c'est pas de faire un mouvement sportif, hein, c'est vraiment on vient par exemple, je sais pas, lever le bras d'une certaine façon avec une tension, ça peut parfois faire penser à du yoga. Et en fait, il a mélangé tout ça pour créer la technique qu'il a appelée sophrologie. Et puis après, il a mis en fait la sophrologie dans le domaine de l'accompagnement de n'importe qui et pas que des patients médicaux. Et d'ailleurs, nous, normalement, en tant que sophrologue, on ne parle pas de patients, on parle de clients. Comme en coaching. Voilà. On parle pas de patients, mais de coachés ou de clients. Ok, trop bien. Merci pour ça. Je sais que tu as une grosse partie d'accompagnement sur le féminin, la fertilité, la conception. Est-ce que ça aussi, tu peux nous en parler parce que je sais que ça peut jouer... Enfin, l'hypersensibilité peut avoir sa place et un rôle là-dedans. Ouais. Oui, alors l'hypersensibilité peut avoir un vrai rôle là-dedans, notamment dans la peur et le cerveau qui mouline tout le temps et qui en fait engendre beaucoup de peur sur comment le corps va être, comment va être l'accouchement, comment va être la vie après, financièrement. Moi j'aurais dit, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte ? Il y a est-ce que je vais réussir à tomber enceinte, mais parfois c'est même pas ça l'origine du problème, c'est comment ça va se passer la grossesse. Parce que en fait on se bloque un petit peu en se disant mon Dieu, mais le problème c'est pas de tomber enceinte, c'est qu'après il y a 9 mois. Puis après c'est toute une vie. Et quand on est hypersensible, toute une vie, on pense d'abord à un bébé qui fait beaucoup de bruit, qui ne dort pas forcément. Quand on est très sensible, beaucoup de bruit, peu de sommeil, ça peut créer beaucoup d'angoisse. Et finalement, c'est un peu avec ça, par exemple pour quelqu'un d'hypersensible qui veut avoir un enfant, il va y avoir ce genre de peur-là. Après, il y a la peur de tomber enceinte. Moi, j'accompagne plusieurs jeunes femmes dans cette peur-là où en fait, voilà, il y a à l'origine la peur de tomber enceinte, mais l'envie d'avoir un enfant. Elle est consciente ou pas, cette peur ? Elle en est consciente. Ouais, en tout cas, j'ai deux jeunes femmes comme ça, et oui, elles en sont complètement conscientes. Et c'est un travail sur les ressentis. C'est un travail sur les émotions, sur l'acceptation d'un corps qui peut-être va changer, sur l'acceptation de partager son temps et de ne plus être 100% dépendant de soi-même. Même si quand on est en couple, on est d'accord qu'on n'est pas 100% dépendant de soi-même, mais... Oh, quand même. On partage un peu son temps avec la personne qu'on aime. Oui, mais tu le choisis. Voilà, tu le choisis, alors que là, tu ne choisis pas comment sera ton enfant. Je suis la mieux placée pour savoir que tu peux avoir deux enfants complètement différents, l'un qui dort et l'autre qui ne dort pas. Mais tu ne choisis pas, et en plus, chaque enfant né de toi sera différent. Donc en fait, tu ne peux pas prévoir comment sera ton enfant. Et donc, comment sera ton quotidien. En fait, c'est la peur de perdre de ne pas avoir le contrôle. Exactement. Finalement. Et chez quelqu'un d'hypersensible, la perte de contrôle est très compliquée. On est d'accord. Voilà, elle est très compliquée. Et du coup, on vient vraiment travailler là-dessus, sur le fait qu'il y a plein de belles choses aussi dans la maternité. Et on vient travailler sur le positif. Et ça, voilà. Et puis après, si les peurs sont trop fortes, on vient sinon travailler sur l'acceptation que ce n'est peut-être pas ok d'avoir un enfant. Et parfois, c'est difficile parce que la société voudrait qu'on ait tous des enfants et que voilà, si la personne ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas d'enfant et on vient l'accompagner aussi comme ça. Et finalement, il se peut qu'en parcours fertilité, quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte se rende compte que finalement, elle n'a peut-être pas envie de tomber enceinte et que le problème, c'est ça. Mais ça demande un cheminement. Oui. Et finalement, c'est ok aussi de se dire que en fait, on peut être très bien toute une vie sans enfant et faire plein de belles choses sans enfant. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement pur et dur des causes de fertilité. Et là, c'est plutôt du côté physique. Et même si l'impact émotionnel est important sur une régulation de cycle, par exemple, sur un trouble du cycle ou alors une anovulation, on vient d'abord regarder avec les médecins, les gynécos, où est la cause. Je sais que, par exemple, dans de l'endométriose, certaines causes émotionnelles ont été évoquées et il se peut qu'en effet, il y ait des causes émotionnelles. Et donc, on vient décortiquer encore une fois un petit peu tout ça, tel Sherlock Holmes, pour trouver le pourquoi, tout en agissant sur finalement le problème. Un trouble du cycle, une endométriose, un syndrome des ovaires polykystiques.
Moi, en parallèle de l'émotionnel, donc de la partie vraiment sophro, je vais venir travailler sur le physique, l'alimentation, pour être sûre que la personne, si elle veut vraiment avoir un bébé, son corps ait les meilleures ressources, qu'elle s'alimente correctement, qu'il y ait tous les bons nutriments dont elle a besoin pour tomber enceinte, ou lui aussi, parce qu'il faut savoir qu'un bébé, ça se fait à deux, hein, et que donc parfois c'est aussi au futur papa de changer son alimentation, parce que pour que les spermatozoïdes marchent bien, concrètement, il faut quand même bien s'alimenter, avoir une bonne hygiène de vie. Et puis on vient booster un petit peu tout ça avec des nutriments qu'on va retrouver dans l'alimentation, parce que moi j'aime beaucoup travailler sur le concret, donc l'alimentation. Pour moi, le but de la naturopathie, c'est pas du tout de se blinder de compléments alimentaires. C'est plutôt de retrouver une hygiène de vie bonne pour trouver toutes les ressources dont on a besoin dans l'alimentation. Et puis parfois, en effet, on peut pas faire sans compléments, mais c'est juste une béquille temporaire. Ça doit pas être sur le long terme. Et voilà. Du coup, tu reçois des couples? Oui. Trop bien. C'est rare. Généralement, la dame vient toute seule. Et on en vient à parler du fait que peut-être, notamment quand les couples sont en parcours PMA, généralement la femme vient toute seule et elle me dit les spermatozoïdes de mon mari ou de mon conjoint sont un peu lents, ou il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est en parlant avec, je me rends compte qu'il y a ce problème-là. D'emblée, généralement, une femme va venir me voir en me disant « moi j'ai un problème ». Et en parlant, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément elle, c'est peut-être un problème du couple ou que de lui. Et du coup, je l'aiguille au travers d'elle, en fait, j'aiguille le futur papa. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que oui, en général, c'est la femme qui se dit... Je veux pas faire de généralité, mais c'est souvent. Aussi en consultation, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est souvent que c'est la femme qui prend sa part de responsabilité là-dedans. Oui. Et toi, aujourd'hui, en sophro ou en naturo, comment tu pourrais accompagner une personne qui est hypersensible et qui peut être en souffrance par rapport à des peurs, par rapport à des problèmes aussi dans l'intimité? Déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je dis à chacune de mes premières séances, c'est que c'est pas magique. Ça demande une confiance mutuelle, un respect aussi mutuel, parce que en fait, on va venir libérer petit à petit un petit peu les couches de l'oignon. On vient travailler en sophrologie sur la conscience, là où l'hypnose par exemple va venir travailler sur l'inconscient. Nous en sophro on travaille sur la conscience et on vient libérer les émotions qui sont peut-être un petit peu enfouies. Parfois les sensations dont on ose trop parler, on vient les percevoir. En fait en sophrologie on vient souvent travailler sur les sens, et donc chez quelqu'un d'hypersensible les sens sont parfois mises à mal, mises à rude épreuve. Et se libérer de ce qu'on ressent, en fait, ça peut libérer certaines peurs, certaines émotions bloquées, parce qu'on s'autorise à ressentir. Ça peut être s'autoriser à se dire « Ah oui, en effet, moi, le bruit me pose problème ». Et donc, trouver des solutions. Ça peut être, par exemple, le port d'un casque, ou alors d'écouteurs qui font un réducteur de bruit. Bon, bien sûr, quand le sens le plus en éveil, c'est l'odorat, c'est un peu plus compliqué. On va pas s'empêcher de respirer. Pince-nez tous les jours. Mais en fait, on va venir travailler pour se libérer aussi un petit peu de tout ça et pour mieux le vivre au quotidien. Et si tu veux, en sophrologie, comme moi je travaille, parce que je pense que chaque sophrologue travaille comme bon lui semble, on a une base et puis après on s'adapte un petit peu à qui on est. Au fur et à mesure des séances, en fait, moi j'envoie toujours un audio à la personne pour qu'elle puisse refaire chez elle. Parce que, comme je te disais, c'est pas magique, ça demande un petit peu un entraînement au lâcher prise, un entraînement justement sur telle problématique, on va venir s'entraîner. Et plus on va faire les exercices, plus le cerveau, on va un petit peu boycotter le cerveau en fait, pour qu'il lâche certaines choses et qui s'autorise d'autres, un peu comme un entraînement. Et moi j'aime bien faire un peu le parallèle avec quand on est enfant et quand on apprend à faire du vélo. On a très très peur. Pas tous, mais beaucoup d'enfants ont très très peur. Nous on avait peur. Voilà, nous on avait peur. Papa, maman, on lève les petites roulettes et paf le mur. Part, quoi. Enfin, il faut se lancer. Donc généralement, il y a un des deux parents qui court derrière. Je me revois le faire avec les enfants, qui court derrière et on a peur que papa ou maman lâche. Jusqu'au jour où on se rend compte que papa et maman ont lâché depuis un bon moment et qu'en fait on y arrive tout seul. Et à ce moment-là, le cerveau, il passe à autre chose, il se dit mais j'ai plus peur, je sais faire.
Et finalement, en sophrologie, c'est un peu comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire qu'on arrive avec des peurs, on vient les libérer, mais il faut un entraînement pour que ces peurs se libèrent. Et une fois qu'elles sont libérées, finalement, le cerveau, il sait faire. Il n'a plus ces peurs-là, il s'en est libéré. Et on vient travailler petit à petit et avec un vrai cheminement individuel, parce que chaque personne est différente, donc j'ai aucun accompagnement prédéfini. Et petit à petit, on vient travailler pour justement que le cerveau se dise, en fait, je sais faire. J'ai plus besoin des petites roulettes. Je sais faire et ça marche. Et ça permet après, petit à petit, de se libérer de certaines sensations négatives aussi. Parce qu'en sophrologie, on travaille beaucoup sur le positif. On vient mettre... Alors, ça fait un peu cuicui les petits oiseaux, tout va bien, mais pas du tout. On appelle positif en sophrologie tout ce qui permet de se libérer. Donc, par exemple, une bonne crise de larmes, une bonne grosse colère, c'est positif. Dans le langage commun, on va dire que non, c'est des émotions négatives, mais en fait, non, nous, c'est le fait de s'en libérer, qu'elles ne soient plus à l'intérieur, moi j'aime bien dire qu'elles ne pourrissent plus à l'intérieur de nous-mêmes, toutes ces émotions, et qu'on puisse les exprimer. Chez la personne hypersensible, on a généralement du mal à exprimer ce genre d'émotions, et lors des séances de sophrologie, on s'autorise à enfin les exprimer. On les exprime pas forcément verbalement, parce que parfois, exprimer ces émotions comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas, un thérapeute comme moi, c'est difficile. Donc en fait, moi je propose très souvent que la personne prenne un papier, un crayon et qu'elle couche sur le papier. Toutes ces choses-là, si elle veut, on échange. Si elle ne veut pas, on n'échange pas. Si elle veut juste que je lise, je peux lire. Sans que forcément on en parle. C'est vraiment, de toute façon, on s'adapte à chaque personne qu'on a en face de nous. Et c'est un peu comme ça que je travaille avec la sophrologie. Après, avec la partie naturo, on va venir s'aider un petit peu de tout ce qui va être naturel. Les plantes, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ce qui va être phyto-aroma et beaucoup les fleurs de bac qui sont une mine d'or pour les hypersensibles. Parce qu'on va venir cibler justement peut-être l'émotion, le sentiment, la sensation et on va pouvoir s'orienter vers une ou plusieurs fleurs de la meilleure façon qui soit. Et ça, c'est une mine d'or, franchement. Donc voilà, et puis après, j'adore de toute façon après tout ce qui est phyto, les infusions, tout ça. Du coup, il y en a plein. Tu veux nous parler des bourgeons aussi? Les bourgeons, c'est ma thérapie préférée. Ouais, les bourgeons aussi, les bourgeons, c'est quelque chose qui marche terriblement bien sur beaucoup de problématiques. Alors, c'est la gémothérapie, hein. Ouais, thérapie par les bourgeons, gémothérapie, c'est on vient prendre le bourgeon. Donc en fait, le bourgeon, par exemple, d'un framboisier, on va prendre ça parce que c'est celle... Moi j'accompagne beaucoup au féminin, donc dans les troubles du féminin, le framboisier c'est l'un des bourgeons qu'on utilise le plus. Donc le bourgeon framboisier, son but c'est d'avoir le plus beau fruit, la plus belle framboise. Donc en gros il est gorgé de principes actifs. On vient prendre ce bourgeon avec parcimonie parce qu'il faut respecter la nature. On vient bien entendu pas prendre tous les bourgeons de framboisier par exemple du même arbre, sinon on détruit toute la nature. On en prend, on les fait macérer pendant 20 jours dans un tiers d'eau, un tiers d'alcool, un tiers de glycérine. Et au bout de ces 20 jours, on vient filtrer tout ça et on récupère le macérat. C'est aussi appelé macérat alcoolique ou macérat à base de glycérine. Ça dépend, les marques, ça dépend. Toi, tu fais tes macérats? Non, moi je les fais pas. Je pourrais les faire. J'ai pas le temps. Je les fais pas, je les prends tout fait. Et en fait, en fonction de la problématique, il existe autant de bourgeons qu'il y a d'espèces, d'arbres et d'arbustes et de fruits. Et en fonction de la problématique, on va consommer tel ou tel bourgeon. Et en fait, le bourgeon, c'est un peu comme les fleurs de bac, ça peut agir sur plusieurs niveaux. C'est un peu comme une pyramide. Je te fais une petite pyramide avec mes mains. On va avoir vraiment le côté très physique en bas, où on va prendre 15 gouttes tous les jours. Puis plus on remonte, plus on est dans l'émotionnel. Ok. Et un même bourgeon, par exemple framboisier, qui va pour le côté physique, par exemple, être un régulateur de cycle, il peut agir différemment à plus faible dose. Sur de l'émotionnel. Comme les huiles essentielles un peu. Un peu comme les huiles essentielles où tu peux les utiliser de différentes façons, avec différents dosages, tu peux les mélanger à une huile végétale ou alors en inhalation. Elles vont pas du tout avoir le même impact. En ingestion, ça va pas du tout agir de la même façon qu'en inhalation, parce que ça va pas réveiller les mêmes sens, les mêmes capteurs neuronaux, et donc ne pas agir de la même façon sur le corps. C'est exactement pareil avec les bourgeons.
Du coup, si tu as un hypersensible qui vient te voir pour un problème spécifique, typiquement peur de l'intimité ou difficulté à lâcher prise ou douleur aussi lors des rapports, comment tu peux les accompagner ou les aider? Je dirais qu'on construit l'accompagnement déjà en première séance, on fait un bilan, on parle vraiment ensemble de pourquoi la personne vient me voir, quelles sont les douleurs, quelles sont peut-être les émotions, quelles sont les sensations qui ne vont pas, comment ça se passe lors des rapports, où est le problème, à quel moment, est-ce que c'est en amont, est-ce que c'est pendant, est-ce que c'est après, et quelles sont les sensations en fait qui sont présentes, quel est l'impact sur le couple. On vient vraiment travailler finalement pas sur le problème, j'ai telle douleur, non, on vient travailler sur l'ensemble du corps. Et en naturo et en sophro, c'est un peu comme ça qu'on fait de toute façon pour tout accompagnement. On ne vient pas chercher comment traiter, ça c'est la médecine. Nous, on vient vraiment creuser un petit peu, faire une enquête pour savoir, cette douleur, ok, très bien, je sais pas, j'ai mal au ventre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal de ventre? Est-ce que c'est une vraie douleur, la digestion par exemple, ou est-ce que c'est des émotions? Parce que concrètement, un mal de ventre, moi je sais que ma fille, quand elle me dit j'ai mal au ventre, je sais qu'elle n'a pas mal au ventre, c'est qu'il y a quelque chose de bloqué. Il y a une petite émotion, il y a eu une contrariété à l'école, voilà, c'est un exemple. Sauf que dans le cas de l'intimité, admettons, douleur lors des rapports, comment tu sais si c'est émotionnel? En creusant, je pense un petit peu plus en dialoguant, en venant vraiment dialoguer pour voir comment est la douleur, à quel moment elle est, est-ce que c'est au tout début, est-ce que c'est tout le long, est-ce que c'est qu'à la fin, comment la personne ressent son corps, comment elle ressent son couple, comment elle se sent en fait dans tout ça finalement, est-ce que le couple va bien, est-ce qu'elle a fait des examens aussi médicaux, parce que est-ce qu'on a justement vérifié que mécaniquement tout allait bien. Si mécaniquement tout va bien, voilà, on vient vérifier qu'il y a une bonne lubrification, enfin voilà, tout ce genre de choses. On vient vraiment décortiquer en dialoguant. C'est un peu comme une enquête, on vient petit à petit et avec douceur. Sherlock. C'est ça, avec douceur en fait, parce que comme je te disais tout à l'heure quand on discutait toutes les deux, pour moi, pour accompagner quelqu'un qui est hypersensible, il faut connaître intimement l'hypersensibilité. Que ce soit parce que toi tu l'es en tant que thérapeute ou alors parce que ta famille l'est. Il faut vraiment le connaître. Donc finalement, moi j'aime bien me dire, en tout cas j'aime bien penser, que quelqu'un d'hypersensible qui entre dans mon cabinet, je ressens cette sensibilité-là. Et donc, on va y aller en douceur, on va pas brusquer en fait cette personne-là, parce qu'il faut y aller doucement. Cette personne-là, elle souffre de toute façon de ses douleurs, de ses problèmes intimes, et quand on est hypersensible, on a quand même beaucoup de mal à en parler de ces problèmes-là. On a l'impression qu'on est tout seul, que c'est pas normal, qu'on est un peu un extraterrestre au milieu de toute cette vie où tout le monde parle beaucoup de sexualité, assez libérée, où ça devrait être normal d'avoir X rapports par semaine. X orgasme à chaque fois. Voire plusieurs pendant le rapport. En fait, on normalise des choses qui ne sont pas normales et qui sont d'autant plus douloureuses quand on est hypersensible, parce qu'on se sent vraiment différent. Et on se sent déjà différent dans la vie de tous les jours et dans l'intimité encore plus. Et donc on va vraiment y aller en douceur pour comprendre où est le problème. Est-ce qu'il y a un vrai problème mécanique, hydratation? Est-ce que il y a juste beaucoup d'émotions bloquées? Est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui est bloqué? Est-ce qu'on peut peut-être travailler sur une projection future? Donc par exemple en sophrologie, on peut venir travailler au présent, mais on peut aussi venir travailler dans le passé sur un événement ou au futur. Par exemple, peut-être s'entraîner petit à petit à visualiser positivement des préliminaires qui se passent bien. Et en fait, un peu comme quand on fait du vélo, on vient entraîner le cerveau à se dire que tout va bien se passer. Donc en fait, le cerveau va générer beaucoup moins de peur. Et ça marche. Mais on vient décortiquer un petit peu le pourquoi il y a une douleur. Quelle est l'origine de cette douleur? Est-ce qu'elle est mécanique? Dans ce cas, c'est pas du ressort du thérapeute, c'est plutôt médical. Est-ce que dans le couple, est-ce qu'il y a une vraie discussion autour de ça? Est-ce qu'il y a suffisamment de lubrification? Est-ce que la personne, elle n'est pas peut-être sous hormones et ce dosage d'hormones ne lui correspond pas? Du coup, là, tu passes en naturo, par exemple, pour la lubrification. Là, je passe un peu en naturo, et puis toujours en parallèle avec un médecin, parce que moi, je ne vais pas faire arrêter une contraception à quelqu'un. Mais peut-être voir, est-ce que cette contraception lui va? Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas un problème autre?
dans l'alimentation, parce qu'on sait très bien, une mauvaise alimentation peut générer des problèmes dans la flore vaginale, par exemple. Une flore vaginale déséquilibrée, ça peut créer une sécheresse vaginale et un inconfort de dingue. Et j'imagine pareil pour l'homme. Exactement pareil pour l'homme. Ça peut être très très désagréable, il peut se sentir mal parce qu'il y a des odeurs, enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent entrer en jeu. Et finalement, moi, mon rôle, c'est un peu de faire Sherlock et de trouver pourquoi il y a cette douleur, ou il y a ce problème, cet inconfort, ce souci-là en fait. Et par rapport à la peur du lâcher prise, du coup, on sera peut-être moins dans la mécanique là pour le coup. On sera plus dans la sophro, ça c'est sûr. Mais on peut toujours accompagner avec des plantes, on peut toujours accompagner avec des inhalations en aroma, on peut, en parallèle. Je pense à beaucoup dans les témoignages que j'ai pu avoir, beaucoup de personnes me disaient que c'était impossible pour elles de couper le cerveau à ce moment-là. Et du coup, tu penses au dossier que tu n'as pas rendu. On entraîne en sophro le cerveau à se lâcher prise, à vivre l'instant présent et à penser vraiment à ce moment-là. Et si tu veux, comme je te disais, plus la personne va s'entraîner, plus elle va arriver à se mettre un peu dans sa bulle pour vivre l'instant présent. Et donc pour ne plus penser à X ou Y chose, à tel dossier, il faut penser à inscrire le petit dernier pour je ne sais quelle activité. Finalement, on arrive à couper et à juste vivre l'instant présent. Mais ça demande de l'entraînement. Donc ce que tu me dis, c'est que tu es capable, et attention, de nous faire trouver... Je pense que quelqu'un qui pense beaucoup, en effet, avec la sophro, il arrive à mettre son cerveau de côté. Pendant au moins le temps de la séance. Moi, ça marche. C'est ce que j'allais dire. Toi, déjà, ça marche. Moi, ça marche. Et si tu veux, c'est quelque chose que, même pour quelqu'un de pas hypersensible, par exemple... Je pense notamment à un jeune homme que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps, qui a un trouble qui fait qu'il est très nerveux et il remue beaucoup les mains. Il y a beaucoup de nervosité, on sent que rien ne s'arrête. Jamais quand il parle, il a du mal à parler, il a un vrai handicap. Et au moment où on fait la partie de sophro, les mains ne bougent plus, le corps est reposé. Et en fait, il ne se concentre que sur ma voix. Et si tu veux, en fait, le fait d'être accompagné à juste se lâcher prise, au début, c'est au son de ma voix, parce que j'envoie l'audio et la personne peut refaire à la maison. Quand elle est au cabinet, on fait ensemble. Et puis, petit à petit, la personne va apprendre à le faire tout seul. À se dire, aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'audio, je ferme mes yeux et puis je fais le vide. Je pense à relâcher mon crâne, à relâcher mes yeux, à relâcher... En fait, elle va se parler à elle-même. Et elle va justement, un peu comme on peut faire de l'auto-hypnose, elle va se faire une auto-sophro, entre guillemets, même si c'est un concept qui n'a pas été développé. Pas encore. Mais si tu veux, en fait, à force de travailler, elle sera capable de le faire sans une voix extérieure. Après, elle peut utiliser les audios aussi longtemps qu'elle le souhaite. C'est pas un problème. Et puis, si tu veux, en plus, en sophrologie, on n'accompagne pas que avec la partie sophronisation. On a plein d'exercices de respiration et de mouvement qui permettent aussi d'avoir comme une boîte à outils d'exercices qui permettent parfois de juste souffler un bon coup, parce que parfois c'est ce qu'on a besoin. Et en fait, le cumul de tout ça associé à peut-être des huiles essentielles en inhalation, peut-être des plantes, des infusions pour le relâchement musculaire, peut-être des bourgeons pour le sommeil, parce qu'on est très fatigué et donc quelqu'un de fatigué ne peut pas avoir une intimité. Soyons honnêtes, quelqu'un qui est crevé, l'intimité elle est forcément bouleversée. Le stress aussi, j'imagine. Le stress, on peut agir sur le stress. Et en fait, le cumul de tout ça fait que la personne va pouvoir justement se sentir mieux accompagnée, et puis aussi va se sentir peut-être plus libre de parler en couple de ce problème. Et puis plus on arrive à libérer un petit peu tout ça, à mettre sur off au moment voulu le cerveau, mieux on se porte. Et toi, au quotidien, tu te fais des séances de sophro Ah oui. C'est quelque chose que j'ai gardé de ma formation. Où, okay. Si tu veux, on nous a vraiment formés à pratiquer régulièrement. J'ai été formée comme ça. Donc moi, je le fais régulièrement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la séance, je fais en même temps que la personne. J'ai été formée... T'arrives à guider et prendre... J'ai été formée comme ça. D'ailleurs, si Elodie donne le nom de la Maison Gaïa nous écoute, elle a fait la même formation que moi, donc elle pourra
dire que oui, en effet, on a été formés comme ça. Si tu veux, on nous a formés à faire en même temps que là où les personnes qui sont avec nous. Donc en fait, je pratique pratiquement quotidiennement pour la personne que j'ai en face de moi. Et parfois, quand je sens que vraiment j'en ai besoin, je vais pratiquer pour moi. Je vais choisir une des méthodes que je connais, une des techniques, et puis je vais pratiquer pour moi, ou alors faire les petits exercices un peu de cette boîte à outils qu'on compose au fur et à mesure de l'accompagnement. Bah voilà, si j'ai besoin de lâcher la pression, ou si j'arrive pas à m'endormir, je peux faire quelques techniques de respiration, de mouvement, des visualisations. Je ferai peut-être pas la séance complète, parce que j'ai l'entraînement de me dire, bah voilà, au lieu de faire le scan corporel de tout le corps, bah je vais le faire beaucoup plus rapidement, de manière abrégée. Et pour partir justement plus vers la partie qui m'intéresse ou où j'ai besoin de travailler. Et t'aurais un petit exercice là comme ça que tu pourrais... Ouais, vas-y. C'est si facile, la respiration en rectangle. Ah oui, moi je le fais en carré, mais vas-y, explique-nous le rectangle. On peut le faire en carré ou en rectangle. Donc en fait, il faut visualiser un rectangle et en fait, on va faire un temps d'inspiration sur X temps, donc je suis pas par exemple à 5, un temps d'apnée, de pause sur 3. Un temps d'expiration sur 5, un temps d'apnée sur 3 et on recommence. Voilà. Et ça apaise le moral, le mental, les émotions assez facilement. Quand on a du mal à s'endormir, moi je trouve que c'est parfait. Et on le fait genre combien de temps ? Enfin, tu vas me nécessaire. dire jusqu'à s'endormir ? Aussi longtemps que nécessaire. Au moins 4 fois, enfin 3-4 fois au moins pour apaiser un petit peu les émotions. Mais on peut le faire plus, sans aucun problème. C'est vraiment facile. On inspire en comptant jusqu'à 5 ou 6 ou 7. Vraiment. Après, on l'adapte en fonction de soi. On fait une apnée sur plusieurs temps. On expire sur le même temps qu'on a inspiré. On fait l'apnée sur le même temps qu'on a fait la première apnée et on continue. Plus on veut se détendre, plus il faut inspirer, expirer longtemps. Ouais. Et en fait, on s'entraîne à allonger aussi. C'est un peu un petit défi. Et puis voilà, ça c'est un exercice assez facile à mettre en place. Et moi, c'est un peu mon exercice chouchou. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'en fait, on peut le faire n'importe où. On peut le faire même accompagné de personnes, donc en situation de pré-crise d'angoisse, je dirais, par exemple. Bah, tu peux en fait juste, même si tu es entouré de personnes, je sais pas, un repas, et que tu te sens mal, tu peux assez facilement le faire, prendre le temps d'inspirer en comptant avec tes doigts. Tu peux taper tes doigts contre la cuisse en fait, et compter jusqu'à 5 par exemple, faire 3 temps de pause, souffler, c'est discret et en fait tu peux le faire à n'importe quel moment, mais ça peut aider vraiment dans le quotidien. La différence entre la Aurélia avant la sophro et la Aurélia maintenant, c'est quoi ? Je m'écoute beaucoup plus. Je suis peut-être plus apaisée. Je dirais pas que je suis moins speed parce que je pense que je suis quelqu'un de speed et je le serai toute ma vie. Je suis quelqu'un de stressé et j'aime vivre avec mon stress. Mais par contre, quand j'ai pas besoin de stress, je sais justement le canaliser peut-être beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins aussi les pics d'émotion, beaucoup moins. J'ai réussi justement à apaiser un petit peu l'hyper-émotivité que j'avais. Pas encore suffisamment pour tout ce qui est positif, surtout quand ça touche mes enfants. Oui, et puis j'ai beaucoup moins aussi de culpabilité à me mettre à pleurer en fait. Je suis beaucoup plus apaisée par rapport à tout ça. Et au niveau, comme c'est un peu le sujet du podcast, du couple et de l'intimité, toi t'as vu une réelle différence ? Moi j'ai vu une différence dans le sens où j'ai compris qu'on était hypersensible. Okay. Et je pense qu'avant j'en avais pas du tout conscience. J'ai compris qu'on était hypersensible, qu'il existait plusieurs sensibilités et qu'on n'était pas du tout hypersensible de la même façon. J'ai compris qu'on était vraiment 4 à être hypersensible dans cette maison et qu'on pouvait être hypersensible dès la naissance. Parce que je me suis rendu compte que mon petit Charlie est hypersensible depuis la naissance. Et finalement, ça m'a permis aussi d'accepter en fait qu'on ait des ressentis différents, mais d'accepter aussi que parfois quand j'ai pas envie qu'on me touche, je puisse le dire et que c'est ok. Je pense que ça m'a permis d'accepter de dire stop, de dire non, de dire c'est pas le moment, que ce soit à mon mari et à mes enfants aussi. Ça m'arrive de leur dire là stop. Là stop. Maman, elle a besoin de se poser, stop. Voilà. Après, ce que ça n'a pas changé en tout cas, c'est que je suis toujours quelqu'un de très stressé, mais en fait ça m'a aussi permis d'accepter d'être cette personne-là en fait, de me rendre compte que c'était ce qui faisait celle que je suis et c'était mon moteur en fait
d'être stressée, d'être toujours inquiète pour tout le monde. Et ça... C'est de l'inquiétude ou c'est de l'attention pour tout le monde? Je pense que c'est les deux. C'est les deux, non, c'est les deux. Et puis d'être hyper, même dans mes relations amicales. De vraiment, quand je suis amie avec quelqu'un, je suis amie avec quelqu'un. Et j'aime profondément les gens, en fait. Et c'est OK. Mais ça, je pense que vraiment, c'est mes formations qui font que maintenant, c'est OK. Quand je deviens amie avec quelqu'un, je deviens vraiment amie avec quelqu'un. Sinon, je ne deviens pas amie. Sinon, c'est une connaissance. Et voilà, quand je deviens, c'est vraiment... je peux être disponible pour la personne sans aucun problème et sans rien en retour. Et en fait, c'est OK. Avant, j'avais beaucoup de mal à me dire, mais tu donnes beaucoup trop. Là, maintenant, non, en fait, c'est OK. C'est comme ça. Et en fait, j'arrive à aussi me protéger grâce à un peu tout ça, en fait. À me protéger et à me dire, moi, je suis en accord avec ça. La personne, si, je ne sais pour quelle raison, a décidé de changer, de ne plus être amie avec moi ou en accord avec celle que je suis, c'est OK aussi. On a le droit d'avoir nos chemins, mais en fait, moi, ça m'a permis de me libérer un petit peu de cette pression-là. De me dire, il faut que je plaise à tout le monde. Non, pas besoin de plaire à tout le monde. Par contre, je suis OK avec le fait de vraiment aimer profondément mes amis. On t'a déjà reproché d'être... Alors moi, on me disait que j'étais trop étouffante. Ouais. Enfin, que je pouvais être étouffante, ou que je donnais trop. D'être trop, oui. Ah oui. Que j'aimais trop. Ah non, moi, d'être trop. Mais trop quoi? D'être trop souriante, de pleurer trop facilement, de m'inquiéter trop, de trop penser. De trop penser. Mon mari me dit souvent que j'aime trop faire des formations. De trop apprendre. Ça aussi, on me l'a souvent dit. Et petite, ma maman se rappelle elle me le dit encore souvent, parce que finalement, j'ai une petite fille qui suit le même chemin que moi, je voulais tout faire. Je voulais faire toutes les activités, parce que j'avais beaucoup d'amour pour beaucoup de choses. Je faisais de la danse, je faisais de l'aviron, j'ai fait du golf, j'ai fait du tennis, j'ai fait du ski, du snowboard, de la musique, j'ai fait le conservatoire, enfin je voulais tout faire, je voulais faire du cheval, mais on m'a dit non. Mais tu fais encore tout. Je fais encore beaucoup de choses. Mais maintenant c'est OK, en fait, maintenant si tu veux, le fait de justement réussir à savoir quand je dois dire stop, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. De me dire, mais là, en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie. Je suis fatiguée, je rentre chez moi, je ne fais rien. Et c'est OK. Même si, normalement, j'ai danse, même si, normalement, je sais pas, j'ai autre chose. C'est OK. Et ça me permet de régler un petit peu mon emploi du temps comme bon me semble. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire beaucoup de choses. Et donc, maintenant que je suis justement à mon compte, je peux beaucoup travailler. Comme je peux prendre du temps pour mes enfants, comme je peux... En fait, je fais comme bon me semble et... en fait, il n'y a que moi qui peux me dire, mais là, tu bosses trop. Et en fait, c'est OK. Enfin, tu vois, j'ai réussi, finalement, ça m'a aidé à me dire, mais tu fais comme toi, tu as envie de faire. Bien entendu, j'ai une famille, donc je me cale sur ma famille, mais ça me permet d'avoir trouvé un petit peu cette harmonie entre ma vie de femme, ma vie de famille et ma vie d'épouse. Donc en plus de trouver le bouton off, tu nous permets aussi de trouver le bouton stop par rapport aux activités. Ça, c'est de l'entraînement. Mais bon, au-delà de ce côté, on a dit que c'était pas une baguette magique, mais en tout cas, ça apporte quand même ce genre de choses. En fait, je pense que ça te permet de travailler sur le fait que c'est OK d'aimer faire beaucoup de choses. Ouais. Et quand t'es OK avec le fait d'aimer faire beaucoup de choses, en fait, t'es OK avec le fait de parfois ne pas avoir envie de le faire. Et de plus te forcer parce que là, aujourd'hui, t'as plus envie, mais parce que tu t'autorises le reste du temps à le faire. On n'est plus dans le « il faut », mais dans le « j'ai envie ». Exactement, c'est « j'ai envie ». C'est j'ai envie de faire X cours de danse, très bien. Mais si, alors moi je fais de la danse le lundi et le jeudi, si un lundi je rentre et que je suis crevée, libre à moi de dire aujourd'hui j'y vais pas, je suis fatiguée, peut-être que je le rattraperai dans la semaine, peut-être pas. Et du coup, sans que la culpabilité apparaisse, parce que... parce qu'en fait je suis OK, parce que c'est moi qui ai choisi de le faire, et puis en fait je suis OK parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin de calme, parce que j'ai besoin de rester auprès de mes enfants, parce que, voilà, après... Si tu veux, moi, dans ma vie d'avant, dans mon travail d'avant, on me reprochait beaucoup de vouloir mes mercredis pour m'occuper de mes enfants. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de maintenant m'être dit, mais le mercredi, je ne travaille pas. Parce que moi, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Et que peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, mais en fait, moi, ça me plaît. Moi, j'ai besoin de pouvoir
faire la maman taxi le mercredi. Ça me fait beaucoup de plaisir d'emmener ma fille au conservatoire, parce qu'elle fait comme sa mère, ma fille au conservatoire, ma fille à la danse, mon fils l'année prochaine aux activités qu'il choisira. Ça me fait plaisir. En fait, j'ai envie de le faire, donc je le fais. En fait, la sophro, ça te permet de te reconnecter à tes envies, à tes besoins et à ton corps. Exactement. Trop bien. Merci pour tout ça. Et avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur toi, sur tes pratiques, sur... À la Maison Gaïa, à Annecy, à Métel exactement. Je suis dans le cabinet que nous partageons. Tout à fait. Tous les jours sauf le mercredi, parce que le mercredi c'est ton jour. et sinon je suis aussi en visio. Voilà. Et je mettrai ton compte, comme tu sais très bien faire ta pub, je rajouterai ton site internet. Mon site internet et ton compte Instagram. C'est la petite Naturo, pour les personnes qui sont en voiture et qui n'ont pas accès aux ressources. C'est ça. Hein. C'est ça, la petite Naturo &Co. &Co, ouais. Que, je fais pas que de la Naturo, je fais aussi de la sophro et des massages bien-être. Tout à fait. Merci, Aurélia. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.